Vous connaissez peut-être le château de Himeji, connu aussi sous le nom du château du héron blanc, dû à sa ressemblance avec l'oiseau. Et plus ou moins. Ce château est un des derniers représentants des châteaux féodaux du Japon. Si ce château est connu pour sa valeur historique formidable, et parce qu'il est visitable dans le dernier Assassin's Creed, il est aussi le berceau d'une légende qui a inspiré un des plus grands classiques de l'horreur, Ringu. Est-ce que vous avez envie que je vous parle d'une légende ? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que la fin de vidéo sera spéciale, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne et je voulais aussi vous prévenir que j'ai créé un subreddit et un groupe Discord pour la chaîne YouTube. Les liens sont dans le Linktree en description. Bonne vidéo. En 1333, sous les ordres de Akamatsu Norimura, un fort est construit à l'endroit du château. En 1346, son fils, Sadanori, fait détruire le fort pour construire le château de Himeyama. Et en 1545, le château sera retravaillé par Kuroda Shigetaga pour devenir le château de Himeji. En 1581, Toyotomi Hideyoshi rajoute 3 étages au château. Tokugawa Ieyasu donnera en 1603 le château en héritage à son beau-fils, Ikeda Terumasa. Ce n'est qu'une anecdote, mais si vous avez regardé Shogun sur Disney+, eh bien, sachez que Tokugawa Ieyasu est le personnage historique qui a inspiré le personnage joué par Hiroyuki Sanada, qui est un de mes acteurs préférés, déjà. Il a joué dans plein de trucs, comme Ringu, ce qui est du coup amusant par rapport à ce qu'on fait. Il a joué dans John Wick 4. Il a joué dans Westworld. Il a joué dans Avengers Endgame. Bref, il a joué dans plein de trucs. En gros, quand les Américains ont besoin d'un Japonais qui sait utiliser un sabre et qui pue le charisme, c'est lui qu'ils appellent. En gros. Mais ce qui est important à savoir, c'est que Tokugawa Ieyasu, pour justifier sa légitimité, il prétendait avoir un lien de famille avec le clan Minamoto, qui du coup est, pour simplifier dans les grandes lignes, c'est un clan impérial, quoi. C'est le clan impérial, c'est le truc respectable, machin, c'est le truc qui impose le respect. Mais ce qui est intéressant, c'est que Akimatsu Norimura, l'homme qui a construit le fort à l'origine, était vraiment en lien avec le clan Minamoto. Ouais, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me perdre dans mes recherches et dans les recherches sur l'histoire japonaise. Ouais, bon, je vais essayer de me recentrer. Bref, tout ça nous ramène à Ikeda Terumasa qui, lui, il arrive, il fait des travaux. Hein. Lui, il est là, il agrandit le château, il fait 3 modes défensives, l'écran plat dans le salon. Et juste là, un petit géranium. Vous avez compris, lui, il arrive, il refait son... Il kiffe, il refait sa baraque. Le fait que c'était une place éminemment militaire fait que son héritage est particulier, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, en gros, d'enfants mâles
en état de diriger une troupe, ça peut pas être transmis de famille. Ce sera donné au seigneur le plus proche et le plus pertinent à foutre à la place. Mais du coup, au 19e siècle, au Japon, beaucoup de châteaux féodaux comme ça se font détruire parce que c'est difficile d'entretenir, c'est plus forcément important pour eux de les avoir à ce moment-là, c'est pas pratique, c'est pas utile, etc., etc. Mais le fait que ce château était une place militaire, qu'il y avait des baraquements dedans, il y avait des militaires qui vivaient dedans, ça a sauvé le château de la destruction. Mais après ça, le château a été abandonné. Parce que normalement, les militaires, ils se sont installés dans des endroits plus militaires. Ce qui fait que le château a été vendu aux enchères. Pour, alors, selon mes petites recherches, en gros, ça vaudrait 3000 balles. Voilà. Le château, là, que je vous montre depuis tout à l'heure, il a été racheté pour 3000 balles. 3000 € actuels, en équivalent. Je vais peut-être appeler ma banque, moi. Mais le mec qui l'a racheté, il voulait le détruire pour exploiter les terres. Sauf que du coup, le mec, il a racheté le château, et il a appelé des ouvriers, il a fait faire un devis, et il a fait « Waouh, ça coûte cher de détruire un château. » Bon, tant pis. Donc il a encore été sauvé, le château. De peu, mais il a été sauvé. On arrive en 1945. On arrive sur une bonne fin de guerre. Le Japon se fait bombarder de manière assez soutenue. La ville où se trouve le château de Himeji se fait particulièrement bombarder. Et une bombe incendiaire traverse le toit du château de Himeji, qui est complètement en bois. À la boulette. Vous imaginez bien qu'une bombe incendiaire qui tombe dans un château en bois, ça fait des dégâts. Sauf si elle n'explose pas. Elle n'a pas explosé. Donc, pour une troisième fois d'affilée, alors que tout est en train de se faire bombarder, tout machin bidule, il y a une bombe incendiaire qui tombe dans le château fait en bois, et la bombe n'explose pas. Donc, le château est sauvé. Une troisième fois d'affilée. Mais, le 17 janvier 1995, le Japon est touché par un des plus gros tremblements de terre de son histoire, et surtout un des plus meurtriers. C'est le grand tremblement de terre de Hanshin. Il tue plus de 5000 personnes. Il a des pics d'intensité de 7,2 sur l'échelle de Richter. La ville est défoncée. Le château n'a rien. Que dalle. Rien. Même les bouteilles de saké qui étaient sur des étagères sont restées en place. Que dalle le château. Rien. Alors évidemment, on est obligé de saluer la façon dont le château a été bâti. Les Japonais ont une façon particulière de construire l'armature de certains bâtiments. Je pourrais là aussi parler beaucoup de ça parce que c'est super intéressant. J'ai regardé un documentaire à moitié, un truc dessus. C'était super captivant. J'ai lu aussi des articles. Tout est en description de toute façon, mais là, c'est pas le sujet, mais c'est super intéressant de voir comment ils ont travaillé dessus. En plus, du coup, ils ont restauré le château il y a quelques années auparavant. Et du coup, ils ont vraiment pu démonter tout pour observer et refaire une maquette
de l'armature du château, donc on comprend vraiment comment ça a été construit et c'est super intéressant. Le 11 décembre 1993, le château rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO et ce château devient un des châteaux les plus visités du Japon et du monde. On peut voir le château dans On ne vit que deux fois, un James Bond. On peut le voir dans Kagemusha et Ran d'Akira Kurosawa et dans la première série Shogun. Il est également dans le jeu vidéo Civilization et dans Forge of Empire et bien évidemment dans le dernier Assassin's Creed, Shadows. Et maintenant, parlons de légende. Avant d'aller plus loin, nous devons faire une petite pause pour parler des Yurei. Alors les Yurei, qu'est-ce que c'est? Le Japon est un pays majoritairement shintoïste et bouddhiste, donc avec des coutumes assez différentes des nôtres, et surtout un rapport à la mort différent du nôtre. Au décès d'un proche, il y a plusieurs rituels à respecter afin d'aider son proche à passer vers l'au-delà. Ce n'est pas un voyage facile, et si celui-ci était rendu plus complexe encore à cause d'un rituel mal effectué ou d'un problème qui le raccrocherait à ce monde, que ce soit quelque chose qui n'a pas été terminé, que ce soit une mort non naturelle, bref, un problème. Cet esprit se retrouve piégé entre les deux mondes et devient alors un Yurei. Ce sont des esprits en souffrance qui ne trouveront le repos qu'une fois qu'ils auront mis fin à ce qui les retient sur Terre. Les Yurei, littéralement Yu, qui veut dire sombre, et Rei, qui veut dire âme, sont souvent représentés sous forme humaine, en kimono blanc, la tenue des rituels funéraires. Ils flottent et ils font flipper quand même. Je le dis et redis, les films d'horreur japonais, il n'y a rien de plus flippant. Il existe plusieurs sortes de Yurei et comme je suis super sympa, je vais vous faire une petite liste, très petite, de Yurei parce que on aime ça les listes. Les Onryo sont ce qu'on pourrait appeler par chez nous des esprits vengeurs. Ce sont des esprits qui ont la possibilité de s'en prendre aux vivants. Le plus ancien cas de Onryo daterait du 8e siècle. Fujiwara Hirotsugu, gouverneur de la province de Yamato, y fait une pétition pour faire quitter du pouvoir Kibi no Makibi et Genbo. Je galère avec les noms, je suis désolé. Genbo qui avait fait des avances à la femme de Fujiwara Hirotsugu. Et donc ça c'est en 740. Et donc il demande à les faire virer du pouvoir, mais l'empereur il dit « lol, non ». Alors du coup, Fujiwara Hirotsugu, il prend les armes et il se soulève. Mais sa révolte, elle est réprimée dans le sang, dans la violence, en mode « nope ». Il se fait exécuter après coup. En 746, Genbo décède. Et selon la légende, sa mort serait due au Onryo de Fujiwara Hirotsugu. En ce même siècle, un autre événement fera parler. Le prince héritier du Japon alors, le prince Sawara, aurait été privé de son titre en 785, après avoir fait assassiner l'architecte de son frère, l'empereur. Ce, juste après que l'empereur ait fait changer la capitale du pays, qui était donc à Heijo-kyo, actuellement Nara, à Nagaoka-kyo. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Il est alors déchu de ses titres et il est envoyé en exil sur l'île d'Awaji. Là-bas, il se laissera mourir de faim avec un léger ressentiment envers son propre frère. S'ensuit une guerre et une défaite des armées de l'empereur, une famine, une épidémie et une sécheresse. Et là, ça y est,
la nouvelle capitale est considérée comme étant maudite. C'est simple. L'enchaînement, là, il est un peu trop rapide, donc c'est maudit. En étant certain que ces malheurs viennent de son frère, l'empereur décide de faire une cérémonie pour apaiser l'âme de son frère, et il fait rapatrier le corps de son frère dans la capitale pour lui offrir une sépulture digne d'un empereur et lui donner à titre posthume le titre d'empereur. Les Onryo sont donc capables de plusieurs choses pour se venger. Ils peuvent utiliser la force physique, mais ils peuvent aussi influer sur le temps, ils peuvent déclencher des maladies, des séismes, des inondations, des incendies et même des famines. Cette vengeance est nommée le Tatari. Alors du coup, si on regarde, dans Ju-On, le film d'origine de The Grudge, Kayako est un Onryo, Sadako, dans Ringu, est un Onryo. Il y a deux versions de la Kosodate Yurei, et les deux découlent de la même chose, c'est-à-dire la mort pendant l'accouchement. Dans un premier cas, on peut avoir une femme qui va errer dans un point de passage, et en gros, si on s'arrête pour demander où elle va, si elle a besoin d'aide, elle va nous guider vers le lieu de domiciliation de son enfant. Et si elle se rend compte qu'il va bien, elle va pouvoir disparaître. Sinon, elle va rester aérée. Dans un deuxième cas, on va plutôt voir une femme qui va voir des marchands de confiserie ou de vêtements pour enfants, etc. et qui va acheter quelque chose. Et dans la plupart du temps, les légendes disent que, à force de voir venir cette personne, le marchand va décider de suivre la femme parce qu'elle l'intrigue, il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre, et il va se retrouver à la suivre jusque dans un cimetière, et normalement, quand ça se passe bien, j'imagine, il va entendre des pleurs, il va faire creuser, ouvrir la tombe, et il va découvrir un enfant né après la mort de la mère dans le cercueil. Après ça, il va donc essayer de contacter la famille pour qu'ils puissent adopter l'enfant et que l'enfant aille bien. Et du coup, l'âme du Yurei puisse enfin trouver la paix. Les Funa Yurei, qui pourraient se traduire par esprit de bateau, c'est en gros des Onryo des mers. Donc alors, il y a différentes versions, encore une fois, de cela. Alors il y a celui que j'aime beaucoup, qui remplit ton bateau avec une louche. T'es en train de naviguer tranquille, et puis lui il est là avec une louche, et puis il fait « et de une, et de deux ». J'aime bien l'idée, je trouve ça mignon. Mais en gros, le principe c'est que c'est des esprits qui sont morts en mer, et qui veulent emporter leurs camarades. Ce qui peut être, du coup, plus clair avec la représentation plus digne du bateau fantôme que nous, on a. Donc, en fait, littéralement, c'est ça, c'est un bateau fantôme avec un équipage qui va essayer de couler les autres bateaux. Un équipage de fantômes, hein, évidemment. Mais on peut aussi les voir sous forme de Omibotsu. C'est des sortes de grandes créatures spectrales qui vont demander un tonneau. Donc ils vont le demander aux gens sur les bateaux, hein, et en gros, ils vont remplir le tonneau d'eau de mer et ils vont vous noyer dedans. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est pas moi qui fais une blague, c'est vraiment ce qui est dit, si un de ces gars-là, un de ces petits pères, te dit qu'il veut un tonneau, tu lui donnes un tonneau qui n'a pas de fond. Du coup, l'eau, elle peut pas rester, donc il peut pas te noyer.
Ça paraît un peu con dit comme ça, mais en même temps, c'est logique, c'est bien, voilà. J'aime bien. Moi, j'aime bien, voilà. Et les Jibakurei sont des sortes d'esprits errants qui sont perdus entre les mondes, qui sont là sans être complètement là. C'est vraiment des âmes perdues. Ils ont une apparence un peu comme une flamme, pas complètement physique, un peu immatérielle, vacillante. Ils sont raccrochés à un endroit important pour eux. Et voilà. Avant de passer au sujet principal de cette vidéo, j'ai envie de faire un dernier virage pour parler de ce qui se passe sous le château de Himeji et de la légende de Osakabe Hime. Dans le mont Himeji, il y aurait une divinité. La légende raconte que Osakabe Hime pourrait être un kitsune à 9 queues. Un kitsune, c'est un renard. Mais le renard, c'est pas juste un renard. C'est un messager de la déesse Inari. C'est une divinité shintoïste des céréales, des fonderies, du commerce. C'est le gardien des maisons, de la montagne, des prostituées, des pompiers et de la fertilité. Ça fait beaucoup de choses à faire. Le renard à 9 queues, Kyubi no Kitsune, c'est le yokai, une apparition étrange, le plus dangereux. Et oui, c'est Kyubi, Kurama, le démon renard à 9 queues dans Naruto. Mais Osakabe Hime pourrait aussi être Osakabe Okabe, le dieu du mont Himeji. Mais bon, dans le château de Himeji, il y aurait donc Osakabe Hime, qui pourrait être un homme, une femme, ou autre chose. En fait, son apparence varie selon les histoires, mais la plus grande partie dit que qu'elle aurait une représentation de femme. En tout cas, Osakabe Hime serait quelque chose qui se cache dans le château de Himeji parce qu'elle aime pas les gens. Et ça, franchement, je comprends. Franchement, je comprends. Voilà. Et donc, une fois par an, elle sortirait de sa cachette pour aller voir le patron du château et lui annoncer le futur du château pour l'année. Voilà. Selon une légende, un jeune homme aurait été testé par son maître et par sa cour pour voir s'il était suffisamment courageux pour aller à la recherche de Osakabe Hime. Alors, le garçon qui est jeune se décide à aller dans les combles du château, sauf que quand il arrive dans les combles, il trouve une porte entrouverte avec de la lumière qui passe. Et il voit ça et il se dit « Ah, c'est pas rassurant ». Du coup, il applique la technique très simple du « Alors, je vais pas faire de bruit, et moi je vais redescendre les escaliers ». Sauf que, pendant qu'il est en train de descendre, la porte s'ouvre et crac, une très belle femme d'une trentaine d'années, avec une apparence noble, avec un kimono à 12 couches, le regarde et en mode « Qu'est-ce que tu fous là ?» Donc lui, il explique que son seigneur lui a fait faire un test de courage. Et Osakabe Hime est surprise, elle est impressionnée du courage du garçon, et elle décide de lui donner un Shikorobuki. C'est un morceau de casque d'armure de samouraï, pour prouver qu'il a bien rencontré Osakabe Hime. Et donc le gamin, il est retourné voir son seigneur, en mode « Alors, c'est qui le meilleur ?» Et du coup, il a eu la reconnaissance de ses pairs. Le château de Himeji renferme une terrible légende. L'histoire de la servante Okiku. Okiku était une servante comme une autre, qui servait le samouraï Tessan
Aoyama, qui était un personnage des plus charmants, de toute évidence, car déjà c'était quelqu'un qui n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non, mais en plus de ça, c'était un homme qui était en pleine planification de l'assassinat de son suzerain, parce que il avait envie de prendre sa place, tout simplement. Et alors qu'il vivait sa vie d'homme marié, et normalement plus ou moins heureux en mariage, il s'est dit que Okiku était, en plus d'être une charmante servante très efficace, une charmante femme. Il a donc décidé d'aller lui proposer de devenir sa maîtresse. Anthony, 22 ans, je suis sauveteur en mer. Si t'as envie de passer un moment chaud avec moi, y a pas de souci, je te passe de la crème partout sur ton petit corps. Sauf que Okiku n'était pas particulièrement emballé par l'idée. C'était un homme qui n'était pas forcément à son goût, on va dire. Et elle a décidé qu'elle dirait non. Eduardo, t'es aussi lourd que le bus. C'est normal que je te next. Sauf que comme je le disais, Tessa Naoyama n'était pas tellement le genre d'homme à qui on dit non. Alors, comme Okiku était au service de sa maîtresse, la femme de Tessa Naoyama, et surtout elle était spécialement en mission de s'occuper des 10 assiettes d'or que la femme de Tessa Naoyama avait achetées à un marchand néerlandais, je crois. Bref, ces assiettes étant extrêmement précieuses, il ne fallait pas qu'il arrive quelque chose à ces assiettes. Alors Tessa Naoyama a décidé, une nuit, d'aller cacher une des assiettes. Le lendemain, Okiku fait ses affaires, elle fait son travail, et arrive le moment où elle doit nettoyer, comme elle le fait tous les jours, les assiettes de sa maîtresse. Elle en nettoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque une. Alors elle est inquiète, elle se demande ce qui se passe, elle commence à fouiller dans toute la cuisine, dans le château. Et Tessa Naoyama finit par arriver et lui dit que c'est très simple. Soit il dit qu'elle a volé une assiette et elle se fera tuer pour vol. Soit elle devient sa maîtresse. Okiku, prisonnière d'un choix qu'elle n'a pas envie de faire, prisonnière d'une situation où soit elle est accusée à tort et elle sera punie à tort, soit elle doit subir le fait d'être à la merci d'un homme qu'elle n'aime pas, elle décide de se jeter dans le puits du château. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, Tessan Aoyama décidera de garder l'assiette cachée pendant un temps, puis on ne sait pas s'il aura oublié où elle était, ou si simplement il s'en foutait. Mais on ne retrouvera jamais l'assiette, et surtout, Okiku, étant morte dans une situation qui n'aurait pas dû arriver, elle est devenue ce qu'on appelle un yurei. Et tous les soirs, elle sortait du puits pour se rendre dans la cuisine, elle comptait les assiettes, et quand elle se rendait compte qu'il en manquait encore une, elle se mettait à pleurer, et ses lamentations résonnaient dans tout le château. Alors, Tessa Naoyama, donc, n'a pas remis en place l'assiette. Est-ce que c'était aussi pour torturer Okiku? En tout cas, ce qui est certain, c'est que il n'a pas pu tenir ses lamentations, sachant que c'était à cause de lui. Et l'histoire, là, se sépare en deux branches. Soit il aurait fui le château et aurait disparu dans la nature, soit il se serait suicidé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ses rêves de renverser
son suzerain, n'ont jamais eu lieu. Aujourd'hui encore, Okiku sortirait de son puits, mais beaucoup plus rarement. Et si jamais vous vous retrouvez face à elle, attendez qu'elle compte jusqu'à 9 et dites 10. Ainsi, elle sera apaisée et retournera dans son puits sans pleurer. Le château de Himeji est vraiment un lieu chargé d'histoire, avec vraiment énormément de choses à découvrir, et sachez que vraiment j'ai beaucoup trié dans les informations pour éviter de vous noyer dedans. Mais vous savez, moi j'ai tendance à me perdre dans mes recherches, à découvrir un peu tout ce que je peux découvrir et à essayer de tout bien comprendre, donc ça prend toujours beaucoup de temps. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est malgré toutes les différences culturelles, les différences entre la distance, etc., les différences religieuses et les visions des choses, il y a des vraies différences. Il y a vraiment des grosses différences, mais en même temps, on retrouve cette idée de la Dame Blanche. On retrouve des vraies similarités. Donc oui, dans la vision de la mort, il y a des similitudes. Dans la façon dont les femmes sont traitées, il y a des similitudes. Mais ça reste... le château de Himeji reste un lieu magnifique, pour rester sur une note plus positive. Ça reste un lieu que j'aimerais vraiment beaucoup visiter. C'est vraiment... Le Japon féodal, c'est quelque chose que je trouve absolument sublime. Et voilà, j'espère que j'ai réussi à vous partager cette envie de visite, cette envie de découvrir, parce que c'était vraiment très agréable de faire des recherches sur ce sujet. Je voulais aussi donc parler de quelque chose par rapport à la chaîne YouTube. Alors vous avez probablement remarqué, ou peut-être pas, je sais pas, que ça fait quelque temps que je n'avais pas sorti de vidéo. Alors, je vais vous expliquer. En gros, juste avant d'arrêter de sortir des vidéos, j'avais eu une proposition de vidéo qui m'avait intrigué. Alors j'avais regardé, et c'était une vidéo comme ce que je fais moi avec mes histoires au coin du feu, mais en beaucoup plus long. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était absolument tout dans cette vidéo était fait par intelligence artificielle. Que ce soit l'histoire, que ce soit la voix, que ce soit les images, tout était fait par intelligence artificielle. Et ce que j'ai vu, alors on m'a dit de ne pas dire ça parce que ça fait jalousie, mais oui, c'est le cas, je suis jaloux. Quelqu'un qui n'a littéralement pas travaillé sur sa vidéo faisait 60 000 vues. Et moi qui écris moi-même mes histoires, enregistre moi-même, fais les bruitages en grande partie moi-même, les images que j'utilise ne sont pas de moi, mais c'est des vraies images. Je fais en gros 130 vues par histoire au coin du feu. Et vraiment, je me suis dit que c'était juste pas juste. Voilà, c'est pas juste. Moi, je fais beaucoup de sacrifices pour pouvoir sortir des vidéos régulièrement et offrir quelque chose que je juge de qualité. Je travaille dur pour vous offrir des bonnes histoires. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. J'ai des histoires qui sont moins bonnes que d'autres, mais je ne sors rien sans être certain que c'est bien que moi, si je regardais, je regarderais, quoi. Et effectivement, voir que des gens sont là, la main dans le slibard, tapent 3 mots sur leur PC et te font une vidéo comme ça, et ensuite, vraiment, c'est... ils tapent du 40-60 000 vues à chaque vidéo, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Eux, ils font pas d'efforts et ils explosent mes chiffres, mais de manière ahurissante. Bah ouais, en fait, ça m'a fait mal. J'ai été blessé par cette découverte parce que je me suis rendu compte que c'est pas important ce que je fais.
Et même si, oui, en soi, je sais que c'est pas important, bah c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais, je fais beaucoup d'efforts dessus. Et c'est ce que je disais, en fait, le temps que je prends pour faire mes vidéos, c'est un énorme temps. C'est vraiment un temps... les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, je ne sors pas de chez moi. Je sors pas de chez moi pour faire des bonnes vidéos. Parce que c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime faire. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que le nombre de fois où je suis pas sorti avec des amis, le nombre de fois où j'ai perdu énormément de mes amis. Parce que je ne les vois pas. Pourquoi ? Parce que je sacrifie ça pour faire du bon travail. J'ai commencé à contacter des maisons d'édition pour un livre, mais là aussi j'ai mis énormément de temps à le finir parce que, bah oui, quand tu passes toute ta semaine à écrire des histoires, à les enregistrer, à les tourner, à les monter, ton temps libre, t'as pas envie que ce soit l'écriture d'un livre. C'est déjà ce que tu fais tout au long de la journée. Donc, quand j'ai enfin pu libérer du temps, j'ai travaillé sur d'autres choses. J'ai pas passé un mois à rien faire. J'ai fait une pause, j'ai fait une vraie coupure, mais j'ai travaillé par exemple sur cette vidéo, j'ai travaillé sur d'autres choses. Et vraiment, j'ai remis en question la chaîne en entière. Je me suis dit, peut-être juste que je vais trouver un taf et puis voilà, faire rien d'autre. Mais YouTube, ça me plaît, c'est quelque chose que j'aime transmettre mes recherches. Hein. Là, j'ai mon texte là, bon, je suis en impro, mais j'aime partager les choses dans lesquelles je me plonge, les choses qui me captivent, et j'essaye de transmettre ça. Mais effectivement, il faut que ça plaise, il faut que ça intéresse les autres, et je sais que ce format-là intéresse les gens. Donc je le fais. Je le fais, ça me plaît aussi, donc c'est pas un problème pour moi de le faire. Mais effectivement, mes histoires au coin du feu, ça intéresse... Je sais qu'il y a quelques personnes qui les aimaient beaucoup, et je suis désolé pour vous, mais à moins que soudainement j'ai énormément de monde qui me dit oui, non, on veut les histoires au coin du feu, machin bidule, je reprendrai peut-être ce format, mais en attendant, je pense que les histoires au coin du feu, c'est fini. Je pense que je ne vais plus en faire parce que l'implication que ça demande est trop importante par rapport au retour. J'ai 5 commentaires par vidéo, j'ai une centaine de vues. Je sais que ça paraît peut-être décalé, enfin peut-être ridicule, mais voir des gens ne pas écrire, ne pas travailler, et eux faire des scores gigantesques, et voir les commentaires avec des gens qui sont là qui disent « Oui, c'est fait par IA, mais on s'en fout ». Oui, moi je suis un humain, j'ai travaillé, et toi, t'en as rien à foutre. C'est blessant et ça donne pas envie de continuer en fait. Donc mes histoires maintenant, si une maison d'édition veut de mon travail, vous pourrez peut-être les lire. Mais en attendant, vous me retrouverez à parler de légendes, de musique, parce que j'aime toujours autant la musique, donc je parlerai de musique, de cinéma de temps en temps, si j'ai envie de vous parler d'un truc. Nosferatu, c'était un chef-d'œuvre. Et voilà. C'est pas joyeux comme fin, mais c'est un nouveau virage pour la chaîne, et on va voir où ça va nous mener. Donc bonne journée, et salut!